pôle Nord, on perd tous ses repères. Pas de verdure, pas même un point de terre qui permet à l'esprit de se raccrocher à quelque chose qui lui est familier et de trouver la sérénité. Le corps est parfois soumis à dure épreuve, avec des températures dépassant largement les -20 degrés, sous l'effet d'incroyables bourrasques de vent glacial que rien n'arrête. L'omniprésence de la lumière en avril empêche de trouver le repos, et durant mon séjour, je n'ai dormi que 3 heures par nuit. Je me suis demandé quelle étrange idée m'avait pris de réaliser une opération postale dans des conditions parfois inhumaines. Peut-être était-ce la fascination exercée par les grands explorateurs du pôle, dont un petit nombre a été timbrifié. Car un timbre, simple petit morceau de papier, a souvent tant de choses à raconter. Porteurs de rêves et d'évasion, nul doute qu'ils ont su me parler et m'inviter au voyage. Et puis, poster des courriers à partir d'endroits isolés, afin qu'ils parviennent dans la boîte aux lettres des philatélistes, est devenu une passion, née en janvier 2005 à Clipperton. Première expédition postale de Timbre Magazine, j'avais rejoint Jean-Louis Etienne lorsqu'il effectuait une expédition naturaliste sur ce petit anneau de terre française flottant en plein océan Pacifique, où ici encore, les timbres, des faux en l'occurrence, font partie de son histoire. Je m'étais rendu sur cette île mystérieuse et inhabitée avec la goélette rare à vie à partir du port mexicain d'Acapulco. Après 3 jours de mer, l'explorateur Jean-Louis Etienne m'attendait sur l'atoll dans la douce moiteur de l'océan Pacifique. Là, on est en train de signer des enveloppes qui seront postées À Papette. à Papette, tamponnées à Clipperton Voilà. et signées sur l'atoll de Clipperton. Donc les personnes qui ont la chance, ça s'appelle un petit philatélique, non, c'est ça? C'est ça, exactement. D'avoir ce petit philatélique, là ils auront quelque chose qui est assez unique. Puisque nous avons provisoirement créé ici, dans cette cabane, la poste de Clipperton. Avec un petit trafic régulier. Un trafic régulier, et je suis investi des pouvoirs de signature pour le courrier qui partira de Clipperton. Et il est nombreux. Et donc le tampon et la signature, ça veut dire la poste, le cachet, la poste faisant foi. Voilà. Hein? C'est pas tout à fait une vraie poste, quand même. C'est pas tout à fait une vraie poste, non. Enfin, à défaut, on a improvisé du poste ici sur le balcon de la cabane de Clipperton. Celui qui fut le premier homme à atteindre le pôle Nord, seul et à pied en 1986, me transmit définitivement sa passion pour cette région où l'homme n'a pas sa place. La décision était prise, j'irai poster du courrier du pôle Nord et du Spitzberg, bas avancée pour s'y rendre. 4 mois de préparation furent nécessaires car on ne part pas, là-haut, sans mettre en place d'importants moyens logistiques. Il a fallu tout d'abord choisir les timbres qui allaient figurer sur les enveloppes. Tâche peu commode car la base de Barnéo est sous administration russe et le courrier affranchi de timbres de ce pays. Nous avons donc contacté un négociant à Moscou afin qu'il nous sélectionne le maximum de timbres en rapport avec les expéditions polaires. Le prince Albert II de Monaco devant également se rendre au pôle Nord, la principauté décide d'émettre un timbre dédié à son expédition et en hommage à son trisaïeul Albert Ier. Nous réalisons un autre type de pli avec un affranchissement mixte, monégasque et russe. En plus des oblitérations rares qui figureront sur les courriers, nous faisons appel au graveur Pierre Albuisson pour qu'il conçoit les cachets souvenirs de mes expéditions. Pour le pôle Nord, des ours, et pour le Spitzberg, des guillemots de Brunick. Les enveloppes souscrites par les lecteurs arrivent chaque jour à Timbre Magazine. Des réceptions, leurs coordonnées sont enregistrées en informatique
et c'est ensuite un gros travail de préparation des plis qui suit. Mais comme bien souvent, tout ne se passe pas comme prévu. Si le timbre de Monaco est arrivé en temps et en heure au journal, ceux de Russie tardent à arriver. Impossible de savoir où ils se trouvent. Notre correspondant russe nous assure les avoir expédiés. Sont-ils bloqués en douane à Moscou, à Paris, égarés par la poste française? La tension monte d'un cran. Partir au pôle Nord nécessite beaucoup de matériel. Les vêtements tout d'abord. Je sais que les températures peuvent osciller entre moins 15 et moins 45 degrés et il est indispensable de prendre toutes les précautions. Dans ces régions extrêmes, 3 couches de vêtements sont portées, la dernière servant de coupe-vent. Réalisées dans de nouvelles matières, elles sont prévues pour éviter la transpiration, car en pareille situation, elles gèlent immédiatement. Plusieurs paires de moufles et de gants me sont conseillés, mais comment s'en accommoder pour manier la caméra? On a vite fait de geler, y compris au visage. La caméra elle-même risque la même chose, et en cas de grand froid, ce sont les têtes de lecture qui se gèlent sur le film. Enfin, pour ne pas prendre de risques avec le courrier, un sac étanche est prévu. Le cercle polaire se définit comme la zone où le soleil ne franchit plus l'horizon au solstice. Il ne se couche pas le 21 juin et ne se lève pas le 21 décembre. Cela s'explique par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre face au Soleil. Les régions de l'Arctique sont celles où la température ne dépasse pas les 10 degrés. Dans ce grand cercle se trouve l'océan glacial arctique. Si des populations résident au-delà de la limite du cercle polaire, personne ne vit au pôle Nord. C'est matériellement impossible, à commencer par le fait qu'il n'y a pas de terre et que nous sommes au centre d'un océan en mouvement permanent. C'est la dérive arctique. La base de Bornéo vers laquelle nous nous dirigeons est montée sur un gros glaçon de quelques mètres d'épaisseur en avril. Elle est entièrement démontée en mai. La banquise bouge en effet en permanence au gré des courants maritimes et du vent. Elle se fracture périodiquement et laisse apparaître des zones de libre, d'où le caractère temporaire de la base qui est reconstruite chaque année. L'avion qui me mène à la base de Bornéo, située à une centaine de kilomètres du pôle Nord géographique, est une machine extraordinaire. Spécialement conçue pour ces régions, il est doté de puissants réacteurs qui le propulsent à une vitesse de 750 km/h. Sa grande originalité est d'être capable d'atterrir et de décoller en l'espace de seulement 200 mètres. À bord se trouvent des membres de l'équipe de la base russe, des personnes pour qui atteindre le pôle est le rêve de toute une vie, mais également des chiens, prêts aussi pour l'aventure. À l'approche de la base, impossible de distinguer le ciel laiteux de la banquise. Tout se confond. Les pilotes seront-ils capables de nous mener à bon port? La tension est perceptible à bord de l'appareil, puis soudain, de brusques secousses signalent que nous sommes arrivés. Malgré ses 36 tonnes, l'appareil se pose sur les 2 mètres de glace de la base de Bornéo. À l'ouverture de la porte, je ne ressens pas le décalage de température. Pourtant, nous passons de plus 20 à moins 20 degrés. Il faut dire qu'entre-temps, les Russes m'ont prêté une combinaison supplémentaire qui me fait ressembler au bonhomme Michelin. Nous sommes attendus avec impatience, car des sportifs qui viennent de réaliser le marathon du pôle n'ont qu'une hâte, rentrer chez eux. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils ne repartiront pas tous ce jour-là, car l'autre Antonov qui devait nous suivre n'arrivera pas. Le temps est devenu trop mauvais et rend impossible tout nouvel atterrissage. Nous allons donc vivre en surpopulation, avec un manque de lits et la nourriture sera rationnée. Il faut à présent rencontrer le postier russe. On m'apprend qu'il se trouve au Metz, rare temps où il est possible de retirer quelques épaisseurs de vêtements. Le contact est mauvais.
Il refuse d'oblitérer le courrier, le jugeant trop important. Vers 21h, il quitte la tente avec le grand Niet. Il n'y a rien à espérer ce soir. Je fais la connaissance de Raphaël, originaire de Longyearbyen. Il me raconte qu'il est à Bornéo pour accompagner des personnes qui vont tenter de rejoindre le pôle en traîneau à chien. C'est au Metz, en lisant Timbre Magazine, qu'il m'a interpellé. Il a en effet vu dans le numéro d'avril 2006 une photo de l'expédition de Wally Herbert qui, avec son équipe, a probablement été le premier homme à avoir atteint le pôle Nord à pied. Les chiens qui les accompagnaient sont les ancêtres directs de ceux de Raphaël. Il est élu de voir cette photo et n'hésite pas à me dire que compte tenu de l'illustre parenté de ces chiens, ils sont les meilleurs de l'Arctique. L'expédition du Britannique Herbert est passée, malgré son exceptionnelle réussite, au second plan. Car pour les dictionnaires, et même ceux d'aujourd'hui, c'est toujours l'Américain Robert Peary qui est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord à pied. L'analyse de son journal de bord semble démontrer que cela était impossible, tout comme pour son concurrent de l'époque, Frederick Cook. Le lendemain, le temps est toujours aussi exécrable et la rotation de l'Antonov suspendue dans l'immédiat. Je retrouve le postier qui se prénomme Victor. Nouveau refus, nos relations s'enveniment et nous ne sommes pas loin d'en venir aux mains. Comme je m'y attendais, les choses s'arrangent lorsque je lui propose de l'argent. En un clin d'œil, sa compréhension de l'anglais s'avère excellente. Ce qui était impossible hier soir le devient à présent, surtout si j'oblitère tout le courrier. Il se contentera de le contrôler le lendemain. La journée est effroyable, le vent énerve les esprits, et pour couronner le tout, une partie des enveloppes manque d'être volée. La nature sait toutefois se faire pardonner, et à 10h du soir, c'est un fantastique soleil qui fait son apparition. Le désert blanc devient magnifique, totalement fascinant.